Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà le moment de lancer ce webinaire débat qui est aussi l'occasion pour l'ULB de lancer cette année thématique consacrée aux citoyennetés numériques. Tout d'abord, je voudrais vous proposer d'accueillir notre rectrice fraîchement élue, Anne-Mie Chausse, qui, comme vous le savez sans doute, est une spécialiste, est une juriste, une spécialiste des droits humains, qui s'est d'ailleurs beaucoup intéressée à certaines questions que nous allons aborder ce soir, comme notamment la question de notre rapport aux données numériques, à la confidentialité des données, etc. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour ouvrir officiellement cette séance et cette année académique. Bonjour, c'est un grand plaisir d'accueillir malheureusement aujourd'hui uniquement sur mon ordinateur. J'aurais vraiment préféré être avec vous, mais c'est quand même avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire de l'année thématique des citoyennetés numériques. C'est dommage bien sûr que nous soyons sur nos ordinateurs, mais le sujet choisi se prête et s'adapte du coup assez bien à une formule en ligne. J'ai le plaisir d'accueillir également nos intervenants du jour, Margarida Romero, Gilles Lebure et Laurent Hublet, et je les remercie déjà de l'expertise et de l'éclairage qu'ils apporteront à ce webinaire. Et bien sûr, j'accueille Nicolas Van Zeebroek qui sera le modérateur de notre séance d'aujourd'hui. Comme Nicolas vient de vous le dire, c'est aussi donc l'ouverture de l'année thématique et pourquoi l'université a-t-elle choisi ce thème pour sa nouvelle année académique. Le numérique, déjà très présent dans nos vies, en tout cas jusqu'il y a peu pour les plus jeunes d'entre nous, est devenu incontournable depuis l'explosion de la pandémie. La crise sanitaire a accéléré une transformation de notre société déjà entamée depuis des années dans tous ses aspects, social, politique, économique, culturel, scientifique et bien sûr humain. Le numérique est donc devenu un outil très puissant qui nécessite une compréhension fine et un encadrement solide pour éviter toute dérive négative. Comme vient de vous le dire Nicolas Van Zeebroek, cette question m'intéresse particulièrement en spécialiste des droits et libertés. Et dans une autre vie, j'ai travaillé pour Edward Snowden, par exemple, et je connais bien les dérives possibles du numérique. L'ULB veut, et elle se doit de jouer un rôle dans la compréhension des enjeux sociétaux du numérique et poser toutes les questions qu'il suscite sans tabou. Cette année thématique sera articulée autour de 5 grands axes. L'enseignement, dont nous avons vu ce que ça donne en numérique total lors du dernier confinement, les enjeux socio-économiques, la santé, l'art et la culture, et enfin la vie sur les campus. L'ambition, comme je l'ai dit, est d'une part de nourrir une réflexion approfondie sur les mutations, positives ou négatives, provoquées par le numérique, et d'autre part de marquer pour l'ULB le premier pas d'une transformation qui permettra à notre institution de relever les défis de demain. Je remercie particulièrement Oberdan Leo et Claudio Truzzi qui, avec tout le comité de pilotage, portent cette année thématique et dans une année si perturbée. J'ai assez parlé, je passe maintenant la parole à Nicolas Van Zeebroek qui va mener et modérer ce débat. Nicolas est adjoint aux affaires informatiques et numériques à l'ULB. Merci beaucoup Nicolas et à vous tous d'être là. Merci beaucoup Anne-Mie pour cette introduction et sans plus tarder, effectivement, je vais introduire nos trois orateurs du jour, nos 3 invités pour parler de ce sujet de l'accès au numérique en tant qu'élément d'accès à la citoyenneté elle-même, mais aussi potentiellement en tant que menace aux libertés individuelles. C'est vrai que le numérique bouleverse énormément de pans de la société, de l'économie, certainement aux rapports sociaux, aux rapports humains, et même aux relations entre enseignants et étudiants par exemple, et désormais même entre conférenciers dans un contexte virtuel comme celui-ci aujourd'hui. Pour en parler donc avec nous, tout d'abord Margarida Romero. Margarida est directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à l'Université Côte d'Azur. Elle a obtenu une thèse qui a été récompensée par un prix en psychologie. Elle passe ensuite par Barcelone et le Canada avant de se poser avec ses valises en France.
Et ces recherches s'inscrivent effectivement dans une approche qui est centrée sur les compétences nécessaires au XXIe siècle, notamment en lien avec la pensée informatique et la résolution créative de problèmes. Margarita, qui va s'adresser à nous en premier, nous parlera effectivement de l'enseignement de l'informatique et de la raison pour laquelle il est tellement important d'y offrir un accès à chacune et à chacun. Deuxième intervenant, deuxième invité aujourd'hui, il est belge, multilingue et musicologue. C'est Gilles Ledur qui dirige aujourd'hui Flaget. Gilles qui a consacré finalement sa vie entière à la musique, on peut presque le dire, j'espère qu'il ne me démentira pas, depuis des fonctions de responsable artistique à l'Orchestre national de Lille ou à l'Orchestre philharmonique de Luxembourg et puis à l'Orchestre national de Belgique. C'est aussi quelqu'un qui soutient les jeunes compositeurs à travers l'association Tactus, dont il est le fondateur et le directeur. Et donc c'est un acteur évidemment très important de la scène musicale et de la scène culturelle bruxelloise et même belge. Et lui, Gilles, va nous parler de la culture face aux défis du numérique, la culture qui est évidemment à la fois potentiellement utilisatrice de nouveaux canaux numériques pour sa diffusion, mais qui est aussi évidemment victime de nouveaux acteurs et d'un phénomène de globalisation dont Gilles nous parlera peut-être. Enfin, Laurent Hublet est entrepreneur, il est aussi praticien en philosophie. C'est un homme qui s'intéresse depuis longtemps aussi au sujet du numérique, que ce soit dans son rôle aujourd'hui de fondateur et de dirigeant de Bicentral, le premier campus numérique belge situé dans les anciens bureaux de la SNCB au-dessus de la gare centrale. Plus près de nous, il est ici animateur et co-directeur académique d'un programme de formation pour cadres en management et philosophie à la Solvay Brussels School. Il contribue régulièrement par ses chroniques à l'Écho. Et puis avant tout cela, il a travaillé comme consultant et comme conseiller pour l'agenda numérique au sein du cabinet de Crau. Voilà le panel aujourd'hui. Margarita, Gilles et Laurent, bonsoir. Et un tout grand merci d'être parmi nous ce soir. Et sans plus tarder, je passe volontiers la parole à Margarita. Très concrètement, chacun d'eux va s'adresser à nous pendant une dizaine de minutes, après quoi nous pourrons prendre vos questions et échanger sur ces sujets. Margarita ? Oui, donc bonjour, merci beaucoup Nicolas. Bonjour Madame la rectrice. Donc je suis très honorée de pouvoir être avec vous pour cette webinaire débat dans cette année si particulière, hein, donc qui nous oblige à tous nous universitaires donc de privilégier les contextes de webinaires et de vidéoconférences pour beaucoup d'activités. Je tiens également à remercier Thierry Massard, donc qui est un collègue avec lequel nous travaillons sur la communauté d'apprentissage de l'informatique. Et sans plus tarder, en fait, moi je voudrais donc justement profiter donc de cette thématique donc qui est celle de l'accès au numérique et la citoyenneté pour adresser donc les enjeux sociétaux sur lesquels voilà, nous devons nous positionner en tant qu'acteurs éducatifs à l'université, mais également au niveau de l'enseignement scolaire, pour ensuite juste introduire les éléments de compétences et placer les focus sur la pensée informatique. Donc, je vais partager une petite présentation qui sera courte. Donc, vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas dans un format. On n'est pas dans un format de présentation standard. Et hop, donc ça devrait fonctionner. Hop, donc vous devriez voir mon écran. Hop. Donc tout d'abord, bon, je n'ai pas un accent belge, hein, donc ça vous aurez pu probablement l'entendre. Mon accent, il est un mélange d'accent catalan espagnol avec une tentative d'accent québécois à un moment donné, une tentative d'accent niçois présentement. Mais voilà, en fait moi je parle l'informatique, hein, donc du coup ça pose pas de problème.
parce que dans les langages formels comme les mathématiques ou l'informatique, au fait, l'accent n'existe pas. Et je dirais que ça, c'est un des éléments qui change notamment dans la société d'aujourd'hui, c'est que par les biais de l'informatique, n'importe quel jeune, indépendamment de son origine sociale, de son origine des pays, de sa langue initiale, peut parler une même langue. Quand vous pensez aujourd'hui la quantité d'enfants qui font de la programmation visuelle avec Scratch, c'est juste incroyable de penser que des enfants de partout la planète, ils sont en train de faire de la programmation sous une même interface, tout en ayant chacun d'entre eux une langue propre, mais qui en plus, elle se retrouve donc commune quand ils font du numérique. Donc, parmi les enjeux de société, donc nous sommes... Margarida, si je peux vous interrompre une petite seconde, on voit votre écran, mais en fait, on voit votre écran Teams, pas le PowerPoint. Il y a moyen de corriger cela? Un moment, est-ce que... comment ça serait possible? Arrêter les partages. Je partage bien l'écran. Donc, hop. Est-ce que là, ça fonctionne bien? Voilà. Oui, ça fonctionne. Oui, c'est correct. Est-ce que vous voyez des bras robotisés? Oui, parfait, merci. Ok, c'est parfait. Donc voilà, au niveau des enjeux de société, je voudrais pointer 3 enjeux. Donc d'un côté, l'IA et l'automatisation, donc le rapport humain-robot. Et donc comment ça va nous questionner en tant que société pour établir un rapport qui soit favorable à notre société. Et ça se demande qu'on s'empare l'ensemble des acteurs de la société pour réguler, donc d'un point de vue juridique, mais également d'un point de vue des rapports au travail, d'un point de vue également de la place de ces processus d'automatisation et d'IA dans la société. Il y a également des défis, des sentiments d'appartenance et de séparatisme donc, qui nous traversent, qui sont très forts également notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a tous les enjeux des changements climatiques qui, pour beaucoup de personnes, sont vraiment les défis qui nous attendent et qui s'annoncent davantage complexes que la pandémie qu'on vit actuellement. Face à ça, je vais vous interrompre une fois de plus. La plateforme Teams m'indique que votre caméra est frisée, donc il faudrait peut-être la couper et la rallumer, parce que du coup j'ai un message d'erreur qui empêche la diffusion en direct de votre discours. Donc si vous pouvez corriger ça et reprendre à partir des bras robotiques, si ça veut bien fonctionner. Donc qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse? Que vous coupiez votre webcam et que vous la rallumiez ensuite. D'accord, donc je coupe la webcam, je la rallume. Est-ce que c'est correct? Là, c'est correct. Et vous pouvez repartager votre PowerPoint. Ok. Tout est beau. Voilà. Voilà, donc nous avons aussi des défis numériques. Donc face à ça, donc on pourrait être dans les fatalismes ou baisser les bras, de se dire voilà, en fait, voilà, il n'y a plus qu'à être survivaliste, donc et faire des provisions pour cette contexte difficile. Soit on peut développer cette agentivité dont Bandura nous parlait. Et cette agentivité, c'est de dire ok, on a des défis, mais on doit être acteur et actrice du monde et de ces enjeux. Cette citoyenneté qui dépasse cette position critique pour devenir une citoyenneté créative et engagée dans la résolution de problèmes, donc c'est un peu la perspective depuis laquelle nous travaillons. Donc l'idée, c'est développer une classe créative, donc développer une citoyenneté créative en reprenant un peu les termes de Richard Florida, donc quand il analyse donc l'évolution sociologique des différents métiers et qu'il observe qu'au fait la société aujourd'hui, il pourrait même se diviser dans des classes. Une classe qui est la classe créative, une classe qui est une classe donc davantage d'emplois qui correspondent à des routines et donc qui ont des risques importants d'automatisation. Quelles sont donc les 5 compétences que nous avons retenues pour nos différentes actions de recherche et d'enseignement? Tout d'abord, la pensée critique comme étant l'élément clé de tout élément d'enseignement.
accompagné de la collaboration, créativité, résolution de problèmes et la pensée informatique. Donc, cette pensée informatique va au-delà de la compétence numérique, qui est juste savoir utiliser des outils, mais cette pensée informatique est une capacité à résoudre des problèmes avec le numérique. Hein. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez une très belle communauté animée par Thierry Massard, qui est la communauté d'apprentissage de l'informatique, dans laquelle on aborde justement cette résolution des problèmes avec la connaissance des systèmes formels et des systèmes physiques liés à l'informatique, et qui est un élément clé pour démystifier donc ces différents éléments qui traversent la société d'aujourd'hui, mais également pour agir et ne pas suivre juste comme consommateur, mais être également acteur du numérique. Dans une démarche d'enseignement, en fait, notre visée, c'est de sortir d'une consommation passive du numérique ou une consommation interactive pour engager les différents acteurs, les enseignants, mais également les apprenants, les élèves à l'école, les étudiants à l'université, dans des démarches de création de contenu, de co-création et même des co-créations participatives, des connaissances et même des artefacts, donc des petits bidouillages de type Maker ou autre, comme c'est qu'à l'Université libre de Bruxelles, vous accueillez dans la Scienzothèque cet bel espace. Et juste pour finaliser, donc un petit peu un cadre de là où sur lesquels on situe ces enjeux d'un point de vue éducation, c'est que d'un côté, on doit préparer donc la classe créative pour faire face aux enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Et pour cela, donc, ces compétences sont importantes. Et parmi les activités et les usages créatifs du numérique et de l'éducation, on considère que sans remplacer l'existant en disciplinaire, mais il faut également développer les approches de fabrication numérique, les bidouillages, hein, des approches maker, les aspects de robotique pédagogique, parce que c'est vraiment un levier très important de modélisation des connaissances dans les différentes disciplines, des co-créations de jeux et d'apprentissage de la programmation. Et comme ça, c'est un enjeu très important et que face aux enjeux, il faut être ensemble. L'initiative que Thierry Massard et les autres collègues autour de la communauté d'apprentissage de l'informatique ont développé, c'est justement créer une communauté de soutien dans laquelle tout enseignant qui veut aider ses élèves, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou même au niveau universitaire, peut trouver un soutien avec d'autres enseignants pour trouver des ressources, mais échanger autour des pratiques. Et je vous remercie donc je vous remercie de votre attention. Il me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup Margarita, c'est assez engageant et stimulant. Je pense que ça parlera certainement à notre troisième orateur qui est assez actif dans cette sphère également. Mais avant ça, je passe la parole à Gilles Ledur qui va nous parler de musique et de culture. Alors, bonjour à tout le monde, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce forum. Je ne suis vraiment pas un native informatique ou digital et je ne m'occupe pas ou je ne m'occupais pas jusqu'à présent de cette approche dans mon domaine qui est mon domaine professionnel et d'études depuis plus de 30 ans. Qui est celui de la musique, et en particulier moi-même la musique classique, mais ici à Flagey, musique du monde, le jazz, enfin toutes les formes musicales possibles et imaginables. Et la question du numérique, évidemment, elle est importante, et dans notre domaine, je dirais dans la partie créative, puisque ce dont je vous parle, ce sont des arts vivants, c'est ce qu'on appelle le spectacle vivant, des arts de la scène, ce qu'on fait sur le moment même ou qu'on prépare en atelier et qu'on doit réaliser sur une scène sur le moment même. Et ce moment même, c'est très important de parler de cette temporalité parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut créer et entendre et recevoir l'œuvre. Il n'y a pas d'autre temporalité dans laquelle on peut le faire. Le numérique, dans cet aspect-là, a été présent depuis, je dirais, le début du numérique, depuis l'après-guerre. Dans les processus de création, la musique s'est très vite emparée de nouvelles technologies qui faisaient appel au numérique. Donc pour les créateurs, le numérique est quelque chose de presque évident aujourd'hui
dans le résultat qu'est une œuvre et qu'est une esthétique qu'on peut développer. Par contre, ce dont je voulais vous parler, ou les 3 défis que je crois voir aujourd'hui dans nos métiers, et des défis qui ont été mis vraiment à nu et qui ont été mis en exergue par la pandémie, donc il n'y a pas que du mal, c'est aujourd'hui cette transformation dans le mode de communication de nos œuvres et de notre création. Autrement dit, à partir d'une œuvre écrite, conçue dans un bureau, dans un studio, dans une chambre, où le créateur est seul, à partir du moment où il doit l'amener au public, et il a besoin de ce public parce que sinon l'œuvre musicale n'existe pas, il y a tout un champ de possibilités de faire entrer le numérique. Je ne parle pas du numérique qui est entré dans nos métiers de marketing ou dans nos métiers de vente de billets et autres, où là, effectivement, énormément d'avantages se sont avérés depuis bien de nombreuses années. Mais dans la représentation même, dans la technique de représentation, il y a 3 éléments qui sont très importants, 3 défis qui sont importants. Et le premier, je voudrais l'axer sur le contenu artistique même. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Chaque œuvre, d'une façon ou d'une autre, représente une histoire qu'on raconte autour d'un sujet ou autour d'une structure, autour d'une forme. Et à partir du moment où éventuellement le digital entre en ligne comme un moyen de communication, donc ce qu'on voit aujourd'hui, le public n'étant plus admis dans nos salles, nous sommes souvent dans la situation, un artiste joue sur scène devant une salle vide et est représenté par du streaming et se retrouve dans le monde entier. Il y a intérêt à faire autre chose que ce qu'on fait en concert. Autrement dit, si vous avez, je prends par exemple une sonate de Beethoven qui dure 40 minutes, comme la Hammerklavier, fameuse sonate de Beethoven, eh bien, quand vous êtes dans la salle, visiblement, vous avez la concentration pour écouter une œuvre de 40 minutes qui est assez abstraite. Quand vous le faites en streaming et que le digital s'en mêle, que toute la représentation digitale s'en mêle, ces 40 minutes sont quasiment insurmontables. La façon dont on peut se concentrer, et d'ailleurs les études le démontrent, et je crois que Laurent a beaucoup plus d'informations là-dessus que moi, mais ce temps de concentration est d'environ de 10 minutes. Donc, premier défi qui nous est lancé, c'est comment transformer la façon de programmer un concert, 2, comment transformer l'écoute active par rapport à des œuvres qui n'ont pas été pensées ou réfléchies par rapport à ça. Est-ce que c'est insurmontable? Non. Est-ce que c'est nécessaire? C'est un débat énorme puisque c'est un débat de création. Est-ce que cela a déjà été fait? Oui. Il ne faut pas oublier que la radio et la radio populaire, après l'audiométrie, a découvert cette règle d'or que la concentration aiguë ne dure que quelques minutes et toute chanson pop aujourd'hui dure 3 minutes. Il suffit d'avoir vu le film avec Freddie Mercury et ses musiciens pour savoir que son premier manager a refusé ces chansons qui sont devenues des tubes planétaires après parce qu'elles duraient plus de 3 minutes. Bon, ceci, je referme la parenthèse, mais c'est un premier défi. Un deuxième défi, donc autrement dit, c'est un défi de fragmentation. Un deuxième défi est un défi, je dirais, d'ordre sociologique et philosophique. Et quelque part, Margarita, ça rejoint ce que vous disiez aussi, c'est le défi que nous avons par rapport au rituel. Aller au concert, aller dans une salle de spectacle, quelle que soit l'œuvre qui est montrée, quelle que soit la forme, il s'agit d'un rituel. Qu'il s'agisse d'un concert rock au Bataclan ou d'un grand orchestre symphonique qui joue ici à Flagey ou au Palais des Beaux-Arts, nous sommes dans un rituel. Ce rituel, il est indispensable à la réussite de la soirée. Il faut organiser le concert tel qu'il est organisé, parce que le public, quelque part, il retrouve les éléments qui vont capter son attention et qui vont faire monter l'adrénaline. Le concert est un spectacle qui se monte avec des temps forts, des temps faibles ou des temps moins agités, avec des temps de repos, des temps d'attention. Et
il faut très savamment doser cela. C'est un rituel avec une rencontre à la fin entre l'artiste et son public. La façon de porter le spectacle en streaming, je prends toujours le streaming parce que c'est ce qu'on applique le plus souvent maintenant et pour des raisons évidentes, c'est de ne pas retrouver cette ambiance. Alors, il faut à ce moment-là créer une autre façon d'attirer le public. C'est un défi énorme parce qu'on entre là dans un aspect éducatif. Et là où pendant très longtemps l'éducation a été menée sur l'œuvre elle-même, est-ce que je comprends le langage de Beethoven? Est-ce que je comprends le langage de Boulez? Ou est-ce que je comprends le langage de Deep Purple et ses textes? Aujourd'hui se traduit dans la compréhension d'un langage très propre à l'outil informatique lui-même. C'est comme si on devait réinventer les règles de mise en scène, de régie. On doit inventer un nouveau format de spectacle et d'explication de l'œuvre. Il faut l'apprendre et là, je vois qu'il y a une fracture sociale entre, je dirais, mes enfants qui ont 20 ans et moi-même qui en ai 50. J'ai d'autres repères et j'ai une autre façon d'aborder. Il y a même des façons que je ne comprends pas aujourd'hui. Or, je ne peux pas me permettre à 50 ans de m'abstenir de ce type de communication, de ce type de représentation. Il s'agit là donc aussi d'un défi collectif et individualiste. Comment est-ce qu'on entretient cette tension qui est essentielle pour l'art et pour le spectacle en vivant, qui a besoin dans le rituel d'un collectif et qui en même temps a besoin de l'appréciation individuelle de tout un chacun, ce qui permet de développer une richesse d'appréciation, mais une richesse qui est basée sur une éducation. Et là, le défi aussi est évidemment de développer une façon d'apprécier. C'est un petit peu ce qu'on rencontre maintenant dans une société fragmentée comme l'Amérique, où des gens disent tout et n'importe quoi, tout et son contraire, sur tout et n'importe quel sujet, sans aucune forme ou avec toutes les formes possibles et imaginables. Et avoir là, développer un sens de la société est quelque chose, je crois, de très essentiel. Et je voudrais vous lire à ce sujet, si vous me le permettez, une petite citation de Henry Kissinger qui était dans Le Soir du week-end dernier, dans lequel il dit que, selon lui, toutes les sociétés doivent trouver un moyen de concilier prouesse technique et réflexion sur leurs objectifs. Il s'agit là de l'un des grands défis de la démocratie, ni plus ni moins. Troisième défi qui nous attend, nous, en tant qu'acteurs culturels, il est, je crois, moins philosophique, plus terre à terre, mais tout aussi important, c'est le modèle économique. Nous en parlons énormément les derniers jours dans notre société. Comment survivre économiquement quand le public ne vient plus? Alors vous allez me dire, il y a plein de modèles économiques à imaginer en ligne, mais ces modèles économiques ne tiennent pas compte de l'offre elle-même et de ses spécificités. Donc il faut repenser ces modèles, il faut repenser le rapport entre la recette qu'on fait en ligne et les droits des artistes, la façon dont on les rémunère. Il y a beaucoup de législation qui a déjà été faite à ce sujet, mais néanmoins, ce sont souvent des principes extrêmement pratiques qui nous empêchent d'évoluer de façon constructive et assez rapide dans le domaine de la digitalisation de notre métier. Donc je crois que effectivement, les trois défis qu'on a, ce sont des défis de fragmentation, des défis de diversité et d'individualisation, et un défi que j'ai osé appeler peut-être un défi de déshumanisation, puisqu'il ne faut pas oublier qu'après tout, quand on travaille dans un écrin comme Flagey, comme l'Opéra ou comme l'Opéra de Paris ou n'importe quelle autre salle de concert dans la vie, nous ne sommes heureux que quand on est dans la rencontre avec les autres, et bien en chair et en os. Je vous remercie. Merci beaucoup Gilles. C'est vrai que le numérique pose beaucoup de défis à la culture et à la musique en particulier en règle générale, mais la situation actuelle évidemment amplifie ces défis. On aura l'occasion d'en reparler. Troisième intervenant, Laurent Hublet, pour évoquer cette question du consentement qui est le nôtre ou pas dans cette ère numérique.
Bonjour à tous, je suis ravi également de vous retrouver. Je suis en compagnie de Pepper ici à côté de moi, qui est un robot qu'on a à Bicentral, et on le garde bien près de nous parce qu'il est parfaitement inutile. Et il nous rappelle qu'il y a des possibilités technologiques qui font sens, et il y en a d'autres comme Pepper qui ne servent à rien et qui nous montrent que toutes les innovations ne sont pas nécessaires. Je voulais effectivement vous parler du consentement parce que je trouve que c'est une notion intéressante pour rentrer sur les questions de citoyenneté et certainement dans l'université du libre examen. Parce que la notion de consentement, bien sûr, elle interroge sur nos rapports entre êtres humains, pas uniquement mon rapport avec Pepper. Je ne vais pas tellement aborder ça. Il y a évidemment le formidable livre de Vanessa Springora sur le consentement qui interroge là-dessus et certainement dans une ère post-MeToo. Mais si on regarde, si on prend par exemple le célèbre règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui est un des textes cœur du monde numérique d'aujourd'hui, la notion de consentement y tient une place très importante. Et voilà ce qui est dit brièvement dans ce texte. Donc, dans le RGPD, le consentement, c'est la manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Donc ça, c'est le consentement, en tout cas dans son volet juridique, dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et je crois que ça vaut la peine qu'on creuse un peu cette notion. Bon, d'autant plus que c'est vrai que c'est aussi une notion qui dans notre société, pose beaucoup de questions. Et il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis avec un président de la première puissance mondiale qui refuse à consentir au résultat d'une élection. Je crois que c'est vraiment un terme qui est un des grands enjeux de notre société. Et c'est quoi, ça signifie quoi en fait consentir? Je crois qu'il y a une double signification. Il y a une première signification qui est une forme d'acceptation tacite des choses, et c'est le consentement faible qu'on trouve dans le proverbe qui ne dit mot consent, par exemple. Donc ça veut dire ne pas dire non, se résigner aussi en quelque sorte. Gilles parlait de tout à l'heure, je notais ce côté ne pas s'abstenir, hein, donc ça fait écho à cela. Ce consentement faible, il faut bien dire qu'on le retrouve beaucoup dans le monde numérique d'aujourd'hui. Combien d'entre nous ne se sont pas retrouvés à devoir faire extrêmement attention pour décliquer le petit bouton « envoyez-moi vos promotions formidables » ou « rajoutez-moi une assurance dont je n'ai pas besoin au moment où je l'achète », etc. Donc ça a été une forme de consentement qui a pas mal structuré l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, il y a une deuxième forme de consentement, et c'est un peu celle-là qu'on retrouve dans le RGPD, qui est une adhésion pleine à quelque chose. Et c'est le consentement qu'on a en allant se marier avec la personne qu'on aime, et où les chemins de l'état civil disent « consentez-vous à prendre monsieur ou madame X pour époux ?» Et on répond « oui », ça c'est une pleine adhésion, enfin, du moins on l'espère. Et cette pleine adhésion, on la retrouve aussi dans le monde numérique. Si on prend par exemple, ici dans le cadre du Covid, on a eu la fameuse application Corona Alert qui a fait pas mal parler d'elle. Bon, ben, le fait de télécharger volontairement l'application Corona Alert, on peut dire que c'est une forme de consentement adhésion. En tout cas, on tend vers ça. Et je crois qu'il est clair que sociétalement, surtout dans nos sociétés démocratiques, on veut aller vers un monde numérique de la pleine adhésion. Mais je crois qu'une des questions aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on y arrive. Parce qu'il faut bien admettre que les intentions du RGPD, par exemple, aujourd'hui, dans les faits, on ne les retrouve pas. On ne peut pas dire qu'en allant ni sur les sites e-commerce, ni par exemple sur les médias sociaux, on se retrouve les uns et les autres dans vraiment une situation de pouvoir adhérer pleinement et pouvoir manifester de manière claire de notre volonté. Et pour cette réflexion autour de ça, je voudrais partir sur une petite histoire qu'on retrouve chez un philosophe assez connu qui s'appelle Nietzsche, et dans un texte très allégorique qui s'appelait « Ainsi parlait Zarathustra », il donne cette petite allégorie, cette petite fable qui, je crois, est intéressante par rapport à ceci. En fait, il dit que l'esprit humain, face à la réalité, face à un problème, il subit 3 métamorphoses. Il y a une première métamorphose où on se fait chameau,
c'est-à-dire que notre disposition initiale face aux choses, face aux autres, c'est une sorte de patience, de respect. Et donc, Nietzsche nous dit, on s'agenouille et on veut un bon chargement. Et ça, en quelque sorte, c'est la première forme de consentement, c'est ce consentement faible du ne pas dire non. Et face à ça, dans l'histoire de l'humanité, mais même dans notre expérience individuelle, on veut dépasser cette première métamorphose et on veut aller vers une deuxième qu'il appelle la métamorphose du lion, où en gros le chameau à un moment dit non, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord, ça ne peut pas être comme ça. Et il y a cette phase de révolte et de dire non, je refuse ce chargement. Mais un point qui, je crois, est très intéressant chez Nietzsche, et c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez un autre grand penseur de la révolte qui est Albert Camus, dont on a beaucoup parlé puisqu'il a fait aussi un livre formidable sur la peste et du coup sur des questions de l'épidémie. Mais qu'est-ce que dit Camus et qu'est-ce que dit Nietzsche aussi? C'est qu'en fait, même quand on se révolte, l'objectif final, la destination, c'est pas la révolte elle-même, c'est qu'on croit en quelque chose de plus grand, c'est qu'en fait, on adhère à quelque chose derrière, un autre projet. Et c'est pour ça qu'on n'est pas même quand on se révolte, on n'est pas forcément dans du nihilisme. Et Nietzsche dit en fait, la dernière phase, la dernière métamorphose, c'est celle de l'enfant. C'est-à-dire de pouvoir être dans une situation de pleine acceptation de la réalité. Pourquoi je donne ce petit exemple philosophique, cette allégorie? Parce que je crois qu'elle est révélatrice de quelque chose de fondamental sur le consentement, c'est une notion qui est très intime. Nous avons chacun une compréhension différente de la notion de consentement, et non seulement c'est une notion qui est intime, mais en plus c'est une notion qui se passe dans la durée. On a besoin de cette phase de révolte avant de pouvoir adhérer authentiquement. Donc, c'est une démarche active, et ça fait référence aussi à ce que Margarita disait, j'aimais beaucoup sur cet aspect, il faut être acteur. Mais donc, être acteur, avoir ce genre de démarche, on ne peut pas le décréter pour chaque petit acte qu'on pose en ligne. C'est pas possible. Même le plus grand défenseur des droits numériques, à un moment, il ne va pas lire 10 pages de contrat de n'importe quel réseau social avant de faire quoi que ce soit. Et donc, je pense que si on veut pouvoir créer du consentement, et c'est important dans une société démocratique qu'il y ait du consentement partagé, alors on doit avoir un Internet dans lequel le consentement n'arrive pas en bout de ligne et à chaque fois sur des petites choses, il doit venir dès le départ. Et je pense que c'est un point qui va être de plus en plus important parce que aujourd'hui, la transformation numérique, on l'a vu avec Gilles, elle vient dans des métiers comme la culture, un peu imposée de l'extérieur par le Covid, il faut bien le dire. Elle arrive aussi dans des choses très très intimes comme la santé, par exemple. Et il est bien évident qu'on ne va pas, nous, individus de société démocratique et de démocratie libérale, on va, pour qu'on transforme numériquement des choses aussi intimes que notre santé, il va falloir que le consentement soit central. Et c'est pour ça que je vous le laisse à votre réflexion, mais je crois que l'avenir d'une citoyenneté numérique, et l'avenir d'un Internet, en particulier en Europe, c'est vraiment un Internet qui puisse être centré sur cette notion de consentement individuel, c'est-à-dire où l'individu puisse être en capacité de faire des choix, mais où aussi, tous ensemble, de manière collective, on consente à mettre en commun une série de données, par exemple, une série d'éléments pour construire cet espace partagé. Il y a des très très beaux espaces communs de l'Internet, comme Wikipédia, comme la Khan Academy, qui sont des belles choses que nous avons construites et qui font le consentement d'ailleurs dans leur utilisation. C'est vraiment, je crois, sur ces éléments-là qu'on doit s'appuyer pour construire l'Internet que nous voulons et pas uniquement un Internet qui serait imposé par des acteurs extérieurs et qui en fait nous oblige à nous conduire plus comme des chameaux que comme des enfants. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laurent, merci encore à vous trois. Alors on va ouvrir maintenant le temps des échanges, de la discussion, que je voudrais peut-être lancer en vous posant une première question d'abord à chacun et à chacune d'entre vous. Margarita en particulier, on parle beaucoup de ces questions d'éducation à la technologie numérique et de l'importance qu'elle joue, c'est ce que vous avez si bien illustré. En même temps, c'est quelque chose que nous sommes nombreux en tant qu'enseignants de l'informatique à essayer de pousser. On entend de plus en plus souvent aussi des gens dire, mais au fond, l'informatique aujourd'hui est en train de se passer du codage. On a des solutions qui se passent de codage aujourd'hui. Est-ce que c'est tellement nécessaire, au fond, d'apprendre encore le codage aux enfants? Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer déjà sur d'autres choses, parmi les autres éléments que vous avez d'ailleurs mentionnés? Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, il y a les questionnements sur en fait, la manière dont on modélise, parce qu'au fond, l'informatique, c'est comme les mathématiques, ce sont des systèmes formels à partir desquels on modélise le monde. Et donc, peut-être la manière d'entrer dans cette modélisation, elle va être différente. Donc, on voit bien les bras robotisés que maintenant, on ne programme plus avec des coordonnées, mais qu'on fait juste suivre les mouvements d'un opérateur pour induire donc, les mouvements à faire. Mais malgré tout, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, les notions de base en informatique, qu'est-ce qu'une donnée? Donc, où va cette donnée? Qu'est-ce qu'un réseau? Parce qu'au fond, quand même, il y a des câbles, il y a quand même des serveurs, il y a quand même des infrastructures. Et cette notion-là, je dirais, tous ces éléments de base que toutes nos générations ont connus, parce que nous avons connu des supports physiques qui étaient indispensables au fonctionnement, la génération qui nous arrive est une génération qui n'a pas de conscience de ces aspects-là, donc de qu'est-ce qu'un fichier, comment c'est organisé dans un ordinateur, de la conscience des éléments matériels. Et nous avons donc un défi d'avoir une jeune génération qui a un faux sentiment de compétences numériques et qui en réalité a vraiment un manque de connaissances de l'informatique très fort. Donc au contraire, je dirais, il y a un gros risque qui est celui de la facilité d'usage du numérique aujourd'hui, qui pourrait nous faire croire, et surtout faire croire aux jeunes générations, qu'ils comprennent le numérique, en réalité, ils ont juste un usage des surfaces, ils sont juste des cliqueurs fous, des likers, des partageurs, mais ils sont incapables d'expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un email, où vont les données, comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Pour rebondir là-dessus, Laurent, la question se pose même aujourd'hui, vous le dites dans un contexte un peu particulier, parce qu'aujourd'hui le numérique s'est tout d'un coup brutalement imposé à toute une série de gens qui s'en passaient tout aussi bien dans une certaine mesure. Évidemment, à l'université, on pense beaucoup à cet enseignement distanciel. On devrait peut-être le caractériser plutôt, comme l'ont fait certains collègues en France, de démerdentiel. Au fond, on est tous passés un peu au numérique à marche forcée. Est-ce que ça aussi, ça bafoue pas un peu une certaine forme de consentement? Et si demain on forçait l'enseignement du numérique, est-ce que on ne court-circuiterait pas aussi ce consentement à ce niveau-là? Oui, alors je crois qu'il y a vraiment deux éléments de clarification qui sont importants par rapport à ça. C'est que ce qui nous est imposé aujourd'hui, c'est un enseignement distanciel. Et l'enseignement distanciel, c'est pas la même chose que le numérique, à deux égards. La première chose, et je pense que Margarita le disait très bien, c'est que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est moins le numérique comme outil que le numérique comme compétence. Et donc, il faut apprendre les compétences numériques, pas tant l'outil. Et d'ailleurs, pour apprendre certaines compétences numériques, des principes d'algorithmique de base, on peut très bien le faire sur un tableau noir. C'est pas une question forcément d'outils. Mais par contre, on doit faire attention parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est imposé, c'est le distanciel. Mais le distanciel, c'est pas la même chose que le numérique, dans le sens où on peut faire du distanciel non numérique. Ça existe depuis la nuit des temps. Un devoir, la préparation d'un examen chez soi, c'est du distanciel aussi. Donc, on doit être prudent là-dessus.
Et dans le même temps aussi, il ne faudrait pas croire que l'enseignement numérique doit forcément se faire en distanciel. Il y a des éléments du numérique qui sont très importants à faire en classe. Je pense en particulier dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire. Il y a des compétences numériques, y compris sur l'utilisation de l'outil d'ailleurs, qui doivent se faire en classe. Il ne faut pas croire que les choses vont être apprises à distance comme ça. Et comme le disait Margarita, nous on le voit sur une série de projets qui accompagnent les jeunes adolescents, on se rend compte qu'en fait, par exemple, simplement un clavier d'ordinateur, l'utilisation d'un clavier d'ordinateur, le fait de taper sur un clavier d'ordinateur, est une compétence qui n'est absolument pas détenue par plus de la moitié des enfants de 4e humanité. Merci Laurent. Et peut-être pour étendre cette question aussi de l'attention, de la transmission, on en revient finalement au point évoqué par Gilles tout à l'heure, qui est celui de cette transmission d'émotions, ce partage aussi qui se réalise dans une scène, dans une salle physique, mais plus difficilement en ligne. Quelles sont au fond, Gilles, selon vous, les limites à ces outils numériques quand il s'agit de transmettre des émotions, de la connaissance? Comment est-ce qu'il faut tracer la distinction? Mais d'abord, je ne suis pas bien placé pour pouvoir parler de l'outil lui-même ou des compétences, puisque, comme je vous l'ai dit en guise d'introduction, je suis je suis un vieux en matière d'utilisation digitale. Mais par contre, quand je vous entends, quand je vous écoute, je trouve ceci extrêmement intéressant et j'ai l'impression qu'il y a un débat fondamental et pour lequel on n'a pas encore trouvé les réponses par rapport au numérique, c'est celui du fond et de la forme. Et quand j'entends ce que vous dites par rapport à des enfants qui effectivement, et c'est vrai, je le vois avec mes propres enfants, où je l'ai vu quand ils étaient petits, ils ont la compétence d'utiliser l'outil, mais ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. C'est un peu comme un enfant des villes qui croit que le lait vient d'une boîte qu'on achète chez Deleuze et non pas d'une vache dans une ferme. Ça me semble être la même comparaison. Donc quelque part, il faut une écologie et si l'écologie, c'est une compréhension des choses fondamentales dans ce qu'elles sont réellement et dans leur évolution de l'humanité, j'ai l'impression qu'il faudrait presque une sorte d'école du digital, alors ça existe peut-être, mais moi je ne le connais pas, une sorte d'académie française, comme nous avons des règles pour utiliser notre français, notre langue qu'on aime tellement. Il faudrait peut-être avoir une même sorte d'académie centrale, un dictionnaire central qui nous apprend la grammaire, le petit Robert, le Maurice Grévis en une fois, qui nous apprend la même chose, mais par rapport à cette nouvelle langue et ce nouvel outil. Là-dedans, je crois que si on arrive à cela, les défis qu'on a, qui sont des défis moraux, des défis de contenu, des défis esthétiques, seront plus faciles à aborder parce qu'il y aura une sorte de grammaire centrale et fondamentale que tout un chacun aura appris, comme nos parents nous ont appris à parler. C'est une idée, c'est une réflexion que je fais par rapport à ça, qui dépasse un peu votre question, Nicolas. D'ailleurs, je l'ai oublié déjà, la question. La question, au fond, et ça fait écho à une question qu'on a ici dans les questions de l'audience, c'est au fond s'il y a d'autres événements qu'on pourrait imaginer de faire virtuellement, que ce soit des mariages, des funérailles, des baptêmes, des concerts, la Saint-Veragen, pourquoi pas le défilé de la Saint-Veragen en mode virtuel. La Saint-Veragen virtuel serait plus propre, effectivement, ce serait plus agréable. Ouais. mais moins amusant peut-être. Une autre question qui nous est posée, qui au fond rejoint un peu ces réflexions qu'on a, c'est celle de Benoît Naveau qui nous demande au fond, quand on enseigne la robotique, mais même d'autres matières, on s'aperçoit du besoin croissant de scénariser un cours pour le rendre attrayant, pour maintenir cette attention des apprenants ou des étudiants. Au fond, je m'adresse d'abord à Margarita, mais je suis certainement heureux de vous entendre tous les trois sur le sujet. Est-ce que l'apprentissage, c'est au fond un peu quelque chose qu'il faudrait penser comme on pense un concert de musique ou un événement culturel
Ah oui, totalement. Donc, en fait, il y a même des auteurs, hein, comme André Tricot et plein d'autres collègues, qui parlent d'ingénierie pédagogique, ingénierie coopérative pour le développement de ces activités-là. Et c'est toute la différence, hein, parce que les contenus, les connaissances, elles sont déjà modélisées et cannées et accessibles. Mais toutes les savoir-faire d'un enseignant, et la raison pour laquelle les enseignants sont parmi les métiers les moins automatisables, c'est qu'il y a un processus d'ingénierie qui consiste à connaître quel est l'état de départ des apprenants et quels sont les processus à mettre en place pour arriver aux objectifs et les aspects d'orchestration, de remédiation qui vont être nécessaires. Et sur les côtés robotique pédagogique, c'est juste extraordinaire parce qu'on a été longtemps limité à l'école avec des outils relativement simples qui permettaient de modéliser relativement de manière assez limitée. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de modéliser de manière un peu plus sophistiquée des connaissances. Ce qui nous permet donc de demander aux élèves et aux étudiants de nous démontrer leur compréhension d'un domaine en leur demandant de modéliser, pas uniquement de manière informatique, mais aussi avec un artefact physique, une certaine solution. Merci beaucoup. Laurent, ça vous inspire, oui? Oui, j'aurais voulu rebondir sur la notion d'attention. Parce que je pense qu'elle est absolument primordiale, comme Margarita le disait, mais aussi je pense qu'on se rend compte avec l'évolution du numérique que pouvoir gérer son attention dans un monde numérique devient une compétence absolument cruciale. Parce qu'on est sollicité de toutes parts par les outils numériques. Un Belge passe à peu près 1h30 sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des pop-up de toutes parts, etc. Donc, parvenir à se retrouver seul avec soi-même, parvenir à se concentrer de manière profonde, c'est un vrai défi aujourd'hui, avec tous ces stimuli externes. Et donc, je crois aussi qu'il y a une question à se poser dans l'éducation, dans l'enseignement, sur mais ne faut-il pas essayer aussi d'équiper tout le monde, mais en particulier les jeunes, avec les bons outils pour pouvoir maximiser son attention. Et parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et puis de robots, etc. Mais il y a aussi notre intelligence humaine qu'on va pouvoir faire fonctionner. Et dans ce cadre-là, l'attention, elle est absolument fondamentale. Merci. Oui, Gilles. Je voudrais y rajouter, parce que cette notion d'attention et de temps de concentration est quelque chose de très, très important. Et c'est presque comme un sportif. Quand vous commencez à courir, vous ne courez pas tout de suite un marathon. Il y a très, très peu de gens qui peuvent le faire tout de suite. Il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Or, je ne vois qu'un problème, c'est celui d'être seul face à son écran et d'être seul face à l'outil. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de groupe qui vous engage, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de structure d'une ligue professionnelle quelconque qui vous encourage à vous surpasser. Vous êtes seul. Il y a une maîtrise de la solitude et une discipline qui sont en fait des choses extrêmement fondamentales dans la société tout court et qu'on semble avoir perdu aujourd'hui dans la fragmentation des choses. Et donc je crois qu'il y a une tension là entre l'individualisation et puis en même temps le devoir, ce qu'on appelle le devoir. Ce sont des notions très vieillottes, mais enfin bon, quand même, on en a besoin en tant qu'être humain. Il faut faire des choses parce que c'est comme ça ou parce que c'est bon, hein. Ces notions-là aujourd'hui, cette espèce d'approche éthique de ce que sont les choses, on ne les apprend pas. Moi, j'aurais rêvé d'avoir un professeur qui m'apprenait la face cachée éthique de l'utilisation de cet outil. Et comme vous avez dit tous les deux tout à l'heure, on a appris peut-être à chanter une chanson, à utiliser un clavier ou à utiliser un smartphone, mais on ne sait pas en fait les choses fondamentales, la toile derrière, on ne l'a pas vue. Et donc je crois que là, il y a un défi incroyable, mais que s'il est bien construit, ça marchera bien. Les conférences TEDx, hein, qui sont pour moi la conférence digitale par excellence, on va plus la regarder sur écran et on intervient plus par écran qu'en étant dans une salle, ils ont trouvé
un mode et une organisation même, une mise en scène de l'événement qui donne beaucoup d'informations de très haut niveau et quand même dans un laps de temps, c'est 20 minutes si je ne me trompe, qu'on peut gérer. Donc je crois qu'il y a encore une évolution incroyable. Il faudrait presque avoir un prof de morale digital pour pouvoir se lancer là-dedans. Merci à tous. Je voudrais poser une dernière question qui regroupe plusieurs questions qu'on a reçues ici dans les questions-réponses. C'est au fond la question de toutes les petites traces que laisse derrière nous, les petites miettes de passage que laisse derrière nous le digital. Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure. Au fond, il y a une question de consentement, c'est vrai, de qui peut stocker, traiter ces petites miettes de notre passage. Et puis, il y a une question peut-être fondamentale aussi qui est qu'est-ce que ces miettes de notre passage procurent ou confèrent comme pouvoir à des institutions qui y auraient accès. Comment est-ce qu'il faut encadrer cela? Est-ce que la réponse, Laurent Hublet, c'est le consentement? Est-ce que la réponse, Margarita, c'est la formation, c'est l'éducation? Ou bien Gilles, est-ce que la réponse, c'est aussi la culture et l'expression de désaccord avec des modes de fonctionnement comme cela? Qui souhaiterait réagir en premier? Margarita, peut-être? Non, je pense que je vais passer la main aux spécialistes données. Hein. Alors, Laurent? Oui, c'est une très vaste question, évidemment. Je pense que la question des données, elle pose beaucoup de questions différentes. Il y a une question de finalement à qui elles appartiennent, hein, parce que quelque part, le réel en lui-même est susceptible d'être donné. Et donc, la question de la propriété est très, très compliquée dans le monde de la donnée. Et donc, par rapport à nos modèles économiques classiques, ça pose énormément de questions, énormément de difficultés. Il y a évidemment la question, donner est un très mauvais mot. Parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui tomberait du ciel, ça nous est donné. Mais ce n'est pas du tout vrai. Une donnée, ça doit toujours être produit. Et c'est le produit de tout un écosystème. Et on entend souvent « data is the new oil hein, », les données sont le nouveau carburant. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est quand vous mettez de l'essence dans votre moteur, une fois que vous avez roulé, il n'y a plus d'essence. Et c'est exactement la question que vous posez ici, c'est que ce qui se passe avec les données, c'est que même quand on consomme les données, elles sont toujours là après. Et donc, ça nous pose plein de nouvelles questions qui sont difficiles à répondre parce que d'un côté, on pourrait se dire, de temps en temps, certaines traces, c'est pas mal qu'elles restent. Quand on a des gens qui font du harcèlement en ligne, qui incitent à tuer des ministres ou même des camarades dans la cour de récré, c'est pas mal qu'il y ait des traces de ce genre de comportement que jamais on imaginerait dans le monde réel. Et d'un autre côté, il y a aussi toute une série de questions de simplement on change au cours de sa vie. On peut aussi oublier, l'oubli est un mécanisme fondamental et donc il y a effectivement une sorte de droit à l'oubli. On n'a peut-être pas envie que nos histoires d'il y a 30 ans soient toujours accessibles partout sur la toile. Donc il y a beaucoup de questions et je pense que pour moi le vrai enjeu c'est justement qu'on puisse discuter de tout ça, qu'il y ait un débat démocratique autour de toutes ces nouvelles notions que la technologie induit et qui posent question et donc il faut discuter pour arriver à un consentement collectif. Merci Laurent, je crois que ce sera un petit peu le mot de la fin puisque on arrive au terme de ce débat, mais je pense que voilà qui ouvre magnifiquement les thèmes qu'on souhaite aborder justement dans cette année thématique, hein, ces questions de la formation digitale, de la citoyenneté digitale, qui veut dire formation, qui veut dire effectivement des tas de questions philosophiques, éthiques, de fond qu'il faut pouvoir se poser, et puis d'un rôle essentiel pour la culture qui doit non seulement survivre, mais qui doit faire beaucoup mieux que survivre dans ce contexte digital. Je voudrais vous remercier tous les trois d'abord de tout cœur pour votre participation, pour vos éclairages. Remercier évidemment celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire que vous pourrez dès demain revoir en podcast sur le site de l'ULB. Et enfin, certainement remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés à préparer cet événement et ceux de l'année thématique qui vont suivre, Aurélie Rousseau, Aurélie Messina, Renaud Dekerck, Claudio Truzzi, Thierry Massard, Robert Danléo et tant d'autres que j'oublie certainement et qui, je l'espère, me le pardonneront. Merci à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres réflexions sur cette citoyenneté numérique. Au revoir.